C'est un moment où on envoie un message au monde entier. Et nous allons chanter l'hymne national avec nos téléphones allumés pour dire que tout ce qui se passe dans notre pays, nous la jeunesse congolaise, on voit. Et il est temps pour nous que les choses changent. Il est temps. On va chanter nous tous avec nos lumières. Debout Congolais, on y va. Congolais, unis par l'essor, unis dans l'effort pour l'indépendance. Sur nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, non le but bénéant, dans la paix que pardon, avec la veille. Voilà, c'était un aperçu de cette grande conférence populaire de la jeunesse sur la situation sécuritaire. Cette salle que vous venez de voir, c'est la salle du centre culturel Boboto, bondée de jeunes qui ne jurent que par une chose, par le retour de la paix. Ils sont prêts à tout, prêts à intégrer l'armée, prêts à participer partout où on les appellera justement. Ils n'ont besoin que d'une chose, être encadrés, être écoutés. Et c'est ce que fait Hugues Boholé dans le MCE. On en parle avec lui, il est avec moi. Bonsoir Président, bienvenue à vous. Bonsoir Gaëtan, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. 1000 personnes, la salle était inondée des gens, des jeunes qui ne cessaient d'affluer en tout cas. Qu'est-ce que ça vous a fait à la fin? Le sentiment que vous avez eu finalement? Mission accomplie, satisfaction? Vous pensez qu'il faut aller encore plus loin que ça? Bon, j'étais content de voir qu'on a lancé un appel à la jeunesse et cette jeunesse-là a répondu présente et on a chanté hymne national. Franchement, c'était un moment, hein. J'entends même votre voix au moment de chanter. C'était un moment émotif. Je ne sais pas chanter comme pardonne. Mais non, c'était un moment émotif, un moment d'éveil patriotique. Il y a même certaines personnes qui étaient dans la salle qui ont dit qu'ils ont eu les larmes pour dire que la République démocratique du Congo est un pays qu'on aime. Et ça fait plaisir de voir que la jeunesse n'est pas celle qu'on nous présente. Mais il y a une jeunesse aussi qui pense réellement que elle peut participer activement au processus de paix de ce pays, au processus démocratique de ce pays. Et donc voilà, un sentiment de joie, mais surtout une responsabilité de se dire que ce qu'on a fait ici, il y a d'autres jeunes à travers le pays qui nous regardent, qui veulent aussi qu'on aille vers eux. Et donc, on a encore beaucoup de travail. Alors, le titre, je le rappelle, c'était l'intitulé de cette conférence, « La jeunesse congolaise face à la question sécuritaire de l'Est du pays ». En effet. L'objectif est atteint. L'objectif, je pense que c'est un travail de longue haleine quand même. Au niveau de communicationnel et au niveau du message qu'on a renvoyé, c'est un message positif de se dire que la jeunesse commence à comprendre qu'il faut apprendre son histoire, il faut comprendre comment les agresseurs fonctionnent et surtout de se dire qu'on a 9 pays limitrophes. Il est important que pour que les jeunes Congolais soient actifs pour leur pays, qu'on ait cette mentalité un peu, j'ai envie de dire, un peu militaire, un peu de se dire qu'on est dans l'obligation de protéger notre État. On est je pense, un des rares pays au monde qui a autant de pays limitrophes, 9. Donc on a une responsabilité, on est un pays atypique. Voilà tout ça qui nous pousse à dire que bon, on a du boulot, l'objectif n'est pas encore complètement atteint, travail de longue haleine, mais les signaux sont positifs. Alors, je rappelle peut-être le contexte que l'activité tout n'était pas donné en tout cas, puisque les manifestations publiques ont été interdites. Vous n'avez pas passé dans tous les médias pour faire la campagne. Vous êtes limité à passer dans 2-3 médias avec les affiches et c'est tout. Il y a eu ce rassemblement. Vous avez vu ces jeunes et ils sont assoiffés de pouvoir être encadrés, accompagnés. Ils vous ont dit quoi à la fin finalement? Ils ont dit, déjà merci, c'est vrai. En plus on a fait notre activité, il faut rappeler, la veille où il n'y avait pas de bonnes nouvelles au niveau de Bukavu. Ouais. Mais il y avait cette peur hein, au niveau national, mais on a senti quand même une jeunesse engagée, une jeunesse qui s'est déplacée. C'est comme ça que je dis toujours à qui veut l'entendre qu'il ne faut pas écouter ce que les gens disent par rapport à la jeunesse.
il faut plutôt venir vivre, il faut inciter cette jeunesse. Et les jeunes de partout, hein, ils m'appellent maintenant, ils veulent que j'aille, qu'on relance le programme Campus Tour, qu'on puisse aller dans les universités. Les jeunes de province m'ont appelé pour dire ne vous limitez pas qu'à Kinshasa, venez nous voir aussi en province. On a besoin de ce message, on a besoin de cette connaissance, on a besoin justement de relancer au sein de la jeunesse congolaise cet élan patriotique qui était en carence. Mais grâce à ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, on sent vraiment qu'il y a une jeunesse qui se lève, une jeunesse qui veut modifier, changer, transformer l'image de son pays. Alors, je vous ai suivi parce que vous étiez là comme conférencier aussi, mais aux côtés de vous, il y avait des femmes. Donc, vous étiez le seul conférencier avec deux femmes à côté. On va parler de la place, du rôle que peut jouer la femme dans ce genre de contexte. Vous avez appelé les jeunes à pouvoir faire quelque chose, soit en intégrant l'armée, en comprenant la situation sécuritaire dans l'Est. Et il y avait même des pistes et des solutions à la fois. En résumé, votre message reposait sur quoi? En résumé, mon message était... moi, j'ai un grand message, d'ailleurs, pour l'ensemble du pays. Comme j'ai dit, on est un pays qui est vraiment très stratégique. Hein. Il faut lever certains tabous et il faut expliquer à la population que nous, dans le mouvement citoyen éclairé, nous pensons qu'il faut que le service militaire redevienne obligatoire pour tout homme congolais, au moins pendant 1 an ou 2 ans, pour déjà remettre une discipline perdue au niveau national, où les valeurs, les patriotiques ont été perdues. Je pense, et nous pensons, quand je dis je, c'est le moi, nous, du MCE, humblement que l'armée va permettre de rétablir justement cet ordre au niveau psychique, au niveau psychologique, dans la discipline, dans le respect de l'hiérarchie, dans l'engagement pour son peuple, dans la morale. Il est important. Il est important. Et surtout, vraiment de dire à la jeunesse, aujourd'hui nous disposons tous d'une arme très puissantes qui sont nos téléphones. Nos téléphones portables. Je comprends, il y a des jeunes, quand on parle de l'armée, c'est des peureux, ils veulent pas, ils pensent qu'on va les jeter en première ligne. Mais en même temps, il faut que chacun de nous sache que l'armée est très très structurée. C'est vraiment structuré. Toute la vie civile se retrouve dans l'armée. Donc vous pouvez être d'une manière ou d'une autre utile pour votre pays. Et surtout, même ceux qui restent complètement civils, grâce à vos téléphones, grâce à vos actions, grâce aux informations que vous diffusez, grâce à cet amour de la patrie, à montrer un message positif pour notre pays, on peut arriver à trouver l'unité. Et surtout, le dénominateur commun de tout ça, j'ai expliqué à la jeunesse congolaise qu'il y a 3 facteurs qui entraînent la guerre dans notre pays. 1, le manque d'unité. 2, la cupidité où les intérêts personnels passent au-dessus des intérêts suprêmes de la nation. 3, c'est la soif accrue du pouvoir. Pousse-toi que je m'y mette. Chacun pense que c'est lui qui va délivrer le Congo. Or, en réalité, nous devons travailler en symbiose. Donc, on a appelé à l'unité nationale, on a appelé à faire passer les intérêts suprêmes de la nation au-dessus des intérêts individuels, et on appelle à ce que ceux qui sont au pouvoir soient au service de la nation et que la nation accompagne ceux qui sont au pouvoir pour qu'on puisse vibrer sur une même longueur d'onde, parce que la guerre, ça ne résout pas les problèmes de manière profonde, et la guerre, ce n'est pas bénéfique pour le peuple congolais. On a déjà payé presque 10 millions, plus de 10 millions de morts et plus de 500 000 femmes violées. Donc c'est un peuple meurtri. Rien que pour faire la comparaison, 10 millions de morts, c'est même supérieur à toute la population du Congo-Brazzaville, la population gabonaise, à tous les habitants de Paris, à limite presque 90% de la population belge. Je ne sais pas comment on peut encore payer un prix plus fort que ce qu'on a déjà payé aujourd'hui à cause de nos richesses. Et il est peut-être important pour ceux qui veulent exploiter les richesses de la République démocratique du Congo pour des fins énergétiques ou des fins technologiques, qui puissent le faire d'une manière à ce que le peuple congolais n'ait plus à payer tous ces morts, tous ces viols, toutes ces blessures, et que nous puissions penser peut-être un modèle économique différent pour le bien-être de notre pays. On va revenir sur la question du modèle économique, puisque le MCE que vous présidez a justement de solutions à tout, même des propositions économiques pour pouvoir sortir les jeunes du chômage et de la débrouillardise. Alors je disais, il y avait 2 femmes, notamment le colonel Nénette Moukembe, qui est très connu, une grande conférencière en RDC, mais curieusement, j'ai remarqué que dans l'assistance, il y avait moins des femmes. En revanche, qu'est-ce que la femme peut faire? Quel rôle peut-elle jouer en ce moment, en ce temps de crise notamment?
Oui, c'est vrai. Il y avait donc il y avait la conférencière Nénette Moukembe et puis il y avait Juliette Moulenda. Moulenda, oui, Moulenda qui est ressortissante de la partie est de notre pays, qui était venue avec cet aspect historique et cet aspect vécu vraiment au niveau de l'est de notre pays. Et ben le rôle de la femme. Aujourd'hui, vous savez, les femmes revendiquent, elles parlent d'égalité, même si moi personnellement je parle de complémentarité. Mais quand il faut se mobiliser et venir à des conférences, venir apprendre, en tout cas au niveau de Kinshasa, je veux parler que de Kinshasa, les femmes ne se mobilisent pas assez, elles ne se déplacent pas assez que pour suivre l'information. Il y en a quelques-unes qui viennent. Généralement, ce sont les hommes qui se déplacent et c'est comme ça que nous appelons la femme à participer activement au processus, que ce soit au processus de paix, au processus démocratique de notre pays, parce que je reste convaincu que la femme est un atout stratégique pour notre pays. La femme est un atout. On dit qui élève une femme ou qui éduque une femme éduque toute une nation. Parce que derrière la femme se cachent les valeurs familiales, les valeurs d'éthique qu'il faut cultiver dès le bas âge. Et je pense qu'en ce moment, il faut que la femme soit un peu plus active, qu'elle propose un peu plus de choses. D'ailleurs, qu'elle participe à ce genre de conférences aussi. Oui, qu'elle participe. Mais bon, après, je vilipende pas complètement les femmes parce que quand on voit aujourd'hui dans l'action du gouvernement, celles qui ont haussé la voix au niveau international pour que l'on soit entendu, ce sont les femmes. Premièrement, c'était notre ministre des Affaires étrangères, grâce à son intervention magistrale au Conseil de sécurité, qui a fait parler de la République démocratique du Congo. Et dernièrement, on a obtenu les sanctions contre deux personnalités qui nous agressent. Oui. Exactement. Et dernièrement, c'était son Excellence, Madame la Première ministre Judith Souminois, qui a tenu tête. Donc voilà, les femmes sont capables de participer justement activement au processus de paix, au processus démocratique de notre pays, mais pour l'instant elles sont encore un peu timides. Elles attendent, je ne sais la validation de quoi, raison pour laquelle dans la plupart des conférences, il n'y a pas beaucoup de femmes. Elles attendent qu'on puisse dire que c'est la journée de la femme pour qu'elles se manifestent. Or, j'appelle la gente féminine, j'appelle les femmes à participer vraiment, à être là avec l'ensemble de la population. Alors, j'ai lisé les infos et j'ai vu la Première ministre annoncer des nouvelles mesures pour justement freiner l'avancée des rebelles ou pour résoudre la crise dans l'est du pays. Elle a instruit des ministres à vulgariser l'histoire du conflit dans le nord et sud Kivu à travers l'éducation, la culture et les médias. Des programmes seront même créés qu'on intégrera dans les manuels scolaires et dans les activités culturelles. C'est un peu ce que vous avez fait le samedi, mais je me pose la question de savoir, est-ce que ça peut servir à quelque chose alors que nous, on est un peu poussé par, on est un peu, je l'ai bousculé par le temps. Il y a la guerre dans l'est du pays maintenant là. En effet, vous savez, la guerre, que ce soit la guerre ou le processus de paix, c'est pour ça qu'on appelle processus. C'est un process, ça prend du temps. Mais pendant ce process, il ne faut pas non plus qu'on puisse faire les choses à la va-vite. L'initiative est louable que son Excellence Madame la Première ministre veut mettre en place. Et je pense que de manière efficace, si on veut toucher la jeunesse, si on veut toucher la petite enfance, il faut vraiment se baser, ça c'est une stratégie que j'avais même donnée ce matin à la RTNC, il faut se baser sur la communication télé, radio, réseaux sociaux. D'abord, utiliser la radio et la télé pour vulgariser l'histoire, qui est plus d'émissions qui parlent de la République démocratique du Congo, qui racontent l'histoire de la République démocratique du Congo. Pourquoi la guerre, quoi, en fait, qui fait quoi, qui doit faire quoi? Je pose la question, qui doit faire quoi? Ce sont les ministres qui doivent parler, c'est pas moi, on doit former des gens qui seront des relayeurs par après. Bon, c'est vrai, qui fait quoi, comment, pourquoi? Pour répondre à cette question, il faut d'abord qu'au niveau gouvernemental, en principe, bon, voilà, la jeunesse, au ministère de la jeunesse, en principe, il fallait que Madame la ministre de la Jeunesse aille au contact de la jeunesse pour déjà dénicher ou repérer les influenceurs classiques et les réorienter vers l'influence positive de l'histoire de la République démocratique du Congo. Et surtout, faire naître une nouvelle classe d'influenceurs ou d'influenceuses qui vont parler de l'histoire de notre pays. Et l'un des moyens les plus convaincants serait de mettre une cagnotte, une récompense. On dit par exemple, la meilleure vidéo éducative de la semaine recevra 100 000 francs congolais. Je peux vous dire que rien que ça, si on met des cagnottes, parce que j'avais déjà fait ça. Il faut les inciter, oui. Moi, j'ai pensé à ça déjà avant. Ça fait, si par semaine, les jeunes gagnent 100 000 francs par semaine pour la meilleure vidéo, si je ne me trompe, ça fait moins de 20 000 $ par an.
mais le résultat est plus frappant. Donc il faut une nouvelle classe d'influenceurs, il faut toucher la télé-radio, il faut que son Excellence Madame la Première Ministre soit avec les patrons de chaînes pour qu'une directive soit donnée, pour que l'histoire de la République démocratique du Congo soit obligatoire au moins 2-3 fois dans les chaînes de télé, à la radio, l'hymne national, que l'hymne national soit chanté, vraiment inciter, les mesures incitatives. Et bien sûr, il faut que Madame la Première Ministre soit en contact avec les jeunes qui connaissent comment fonctionnent et qui savent comment fonctionnent les réseaux sociaux pour implémenter. Mais que ce ne soit pas une mesure qui est limitée parce qu'on est dans un temps de guerre, qu'on fait les choses à la va-vite, mais que ce soit... C'est ça ma question justement. Ouais. Que ce soit un process, une procédure qui va rester dans le temps. Il faut vraiment qu'on prenne le temps de réfléchir, de se dire dans 5, 10, 15 ans, quel est l'objectif de ce qu'on est en train de faire. Et même nous, le mouvement citoyen éclairé, dans notre stratégie, c'était déjà prévu de descendre dans les écoles pour faire ce qu'on appelle le school tour. Donc, que son Excellence, Madame la Première Ministre, casse un peu les codes en contactant elle-même la jeunesse, en allant vers la jeunesse et en demandant aux jeunes. Parce que, vous savez, généralement, les pouvoirs publics ont l'impression, hein, des fois, peut-être que je m'abuse, que les jeunes ne réfléchissent pas, qu'il faut passer par des canaux. Posez la question aux jeunes qui utilisent, qui manipulent les réseaux sociaux. Comment on peut faire pour vulgariser? Je peux vous dire qu'il y aura des réponses, il y aura des solutions, il y aura des propositions et des vidéos qui seront faites dans tous les sens pour permettre justement à la jeunesse congolaise d'intérioriser le fait que notre pays nous appartient, et même quand on appelle les militaires d'autres pays pour venir défendre la République, mais ce sont des jeunes qu'on appelle, on n'appelle pas des papas de 70 ans et 80 ans pour venir défendre la RDC. On utilise la jeunesse d'autres pays pour venir nous prêter main forte, alors qu'on peut déjà renforcer notre jeunesse. Et puis la guerre n'est pas que l'armée, la guerre est dans tous les sens, que ce soit au niveau des cerveaux. Encourager les cerveaux qui sont déjà au pied, sur le pied d'œuvre, qui œuvrent déjà, qui montrent leur énergie pour l'amour de notre pays. C'est-à-dire qu'il y a un travail. Un gros travail, il faut unifier les jeunes, il faut unifier la population congolaise. Il faut dire aux gens que parler français n'est pas synonyme d'intelligence. On peut faire ça en français, en lingala, en chiluba, en swahili, dans nos langues, on va dire vernaculaires, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est vraiment tout un process qu'il ne faut pas prendre à la légère, qu'il faut subventionner, qu'il faut suivre et surtout qu'il faut s'assurer qu'il y a des résultats. Il faut appuyer des associations, des mouvements comme le vôtre. Des associations, des mouvements comme les nôtres. Je ne suis pas le seul. Il y a des mouvements dans tous les sens. Il y a des associations, il y a des jeunes qui se sont déjà mis ensemble. Mais on constate encore malheureusement que notre pays ne récompense que la bêtise ou ne plébiscite que la bêtise. Il est peut-être temps aujourd'hui de changer de fusil d'épaule et qu'on puisse plébisciter les jeunes qui travaillent, les jeunes qui veulent que le pays se développe, et qu'on puisse créer des prix, qu'on puisse créer des récompenses, qu'on puisse vraiment... Hein, c'est toute une politique, c'est toute une stratégie d'inculquer à la jeunesse l'amour de la patrie, l'amour du drapeau, l'amour de notre pays. Alors je regarde encore les infos, je vois il y a le ministre de la Défense qui fait, vous attendez à faire School Tower, lui il fait Grand Kassai Tower, j'emprunte vos mots, il appelle les jeunes à pouvoir intégrer l'armée. Est-ce que ce genre de discours, ça passe facilement? N'appelez pas seulement les jeunes à intégrer l'armée, appelez les jeunes à être patriotes. Et déjà, exploiter ce que les jeunes font déjà de bien. Faut pas aller dans une solution simple, venir rejoindre l'armée. Mais non. Il y a des jeunes qui n'ont pas forcément les aptitudes, même si aujourd'hui, de manière constitutionnelle, on inscrit dans la Constitution que la jeunesse ou les jeunes à partir de 18 ans sont doivent obligatoirement passer par le service militaire, on n'aura même plus à faire ces campagnes-là. Il faut mettre un cadre légal, un cadre juridique pour permettre. Mais il n'y a pas que l'armée. Il faut inciter les jeunes à aimer ce pays. Il faut inciter les jeunes, il faut encourager les jeunes qui font des bonnes choses. On a vu, il y a eu un artiste qui a été abattu, qui a été assassiné. Delkati Dengo, oui. Voilà, on n'en parle pas assez. Mais il est mort pour son pays, il est mort parce qu'il est sensibilisé. Le gouvernement s'est sans gêner de pouvoir s'approprier l'affaire parce qu'il a été incarcéré aussi à plusieurs reprises par ce même pouvoir. Il faut qu'on regarde le verre à moitié plein et qu'on puisse sortir le message positif dans ça. Vous voyez, il faut encourager les jeunes qui font des bonnes choses à continuer à faire des bonnes choses. Parce que autant aujourd'hui on se plaint que nos richesses sont pillées, mais nos cerveaux aussi sont pillés.
Parce que les jeunes qui ont l'habitude de faire des bonnes choses, qui ne sont pas récompensés, ne vous inquiétez pas, ils seront aussi pillés par les forces extérieures ou par les forces du mal. Et on va utiliser ces cerveaux-là au profit du mal parce que, en République démocratique du Congo, on ne reconnaît pas la valeur humaine, on ne reconnaît pas l'intelligence, on ne reconnaît pas le cerveau. Et ça frustre ceux qui travaillent. Donc il faut vraiment une politique et il faut écouter les jeunes. Pas seulement faire des conférences pour faire des conférences, mais qu'à l'issue de ces conférences, qu'il y ait des résultats. Nous, à l'issue de la conférence qu'on a faite, il y a des recommandations qu'on va aller déposer à la présidence, à la primature, au Parlement, pour dire que voici ce que la jeunesse veut. Mais au jour d'aujourd'hui, le mouvement citoyen éclairé, nous n'avons qu'un pouvoir consultatif. Nous n'avons pas l'exécutif. Nous ne pouvons pas exécuter. Même pour se déplacer au Katanga, au Congo central, déjà dans un pays où les autorités ciblent les têtes, un mouvement comme le MCE devrait déjà être en déplacement à travers le pays. Il va être repéré, oui. Oui, mais non. Nous, on utilise nos faibles moyens, alors que vous allez entendre que de l'autre côté, il y a eu autant d'argent qui s'est dilapidé pour je ne sais quoi. Vous voyez qu'il y a une politique, il faut aussi en même temps qu'on arrête de prendre la jeunesse pour des gens qui ne réfléchissent pas. On réfléchit, on voit ce qui se passe. On favorise et on priorise des choses qui n'ont pas de priorité. Et on met en second lieu des choses qui sont prioritaires. Et puis à la fin, on se plaint qu'il n'y a pas de résultat. Au bout d'un moment, valoriser les compétences, valoriser les gens qui font des bonnes choses, valoriser les associations et les ASBL des jeunes qui font des bonnes choses. Aujourd'hui, je parle au nom de toute la jeunesse congolaise. Voilà. Il ne reste pas assez de temps. Trois peut-être dernières petites questions. Qu'est-ce qui fait que vous faites les choses avec vos propres moyens et vous n'êtes pas, vous avez l'intention de continuer encore, de poursuivre? C'est quoi cette motivation? L'amour de la patrie sans intérêt, l'amour de la patrie parce qu'on aime, nous on aime notre pays. C'est-à-dire que aujourd'hui, il faudrait même que ceux qui veulent diriger ce pays nous montrent ce qu'ils ont déjà fait avant de diriger ce pays. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on montre avec nos propres efforts que voilà, ce que nous, on sait faire avec le peu qu'on a. Maintenant, imaginez si on a un accompagnement du pays, ce qu'on sera en mesure de faire. C'est un message qu'on est en train de lancer. Je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de jeunes aussi qui œuvrent, qui actionnent la machine par leurs propres moyens. Mais maintenant, c'est vraiment cet amour patriotique-là, c'est cet éveil patriotique qu'on a commencé, qu'on a dit on ne va pas s'arrêter. De toute façon, le temps va faire en sorte qu'au bout d'un moment, on se rendra compte qu'on aime notre pays, on a envie d'implémenter des bonnes choses pour le pays, on a envie d'élever la mentalité de ce pays et que le Congo ne regorge pas que de médiocrité. Il y a de l'intelligence, il y a de la matière grise, il y a des Congolais qui aiment ce pays et arrêtez de nous mettre tous dans le même sac de la médiocrité, de la lâcheté, de la légèreté et que le Congo peut compter sur ses fils et ses filles, ses dignes fils et filles, et hommes d'État que nous sommes et femmes d'État que nous sommes. Des personnes, des valeurs aussi, des personnes qui ne s'attendent pas à avoir de l'argent pour leurs propres intérêts. Pas forcément. Ouais. Alors, j'ai remarqué aussi une chose, je craignais que l'activité puisse dégénérer au regard du nombre de personnes qui avaient répondu présentes là. Mais par contre, tout s'est bien passé et ils sont rentrés calmement chez eux. Vous êtes un pacifiste, un peu comme Martin Luther. Vous n'appelez pas les gens à la révolte. Non, j'aime bien parce que vous savez, dans tout ce qu'on fait, le leadership est très important. Quand vous êtes un leader, vous n'êtes pas un patron. Un leader, c'est celui qui sert les autres. C'est celui qui comprend les autres. Et c'est celui qui se met au diapason des autres. Je connais la jeunesse. Je comprends la jeunesse, je suis moi-même jeune, je suis passé par toutes les étapes de la jeunesse. Donc, c'est très difficile pour moi aujourd'hui qu'un jeune vienne prétendre un comportement en face de moi, sachant qui je suis. Et donc, du coup, mon background en tant que tout ce que j'ai fait en sorte que ces jeunes qui sont en face de moi me respectent. C'est ça le leadership. Et qui fait en sorte que moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime la violence inutile. Nous sommes un mouvement citoyen éclairé. Donc, si ta tête n'est pas aiguisée, pour sortir des verbes et des actions qui sont palpables, qui vont modifier, transformer positivement la société, naturellement, tu ne pourras pas être avec nous. Et tous les jeunes qui viennent vers moi, on n'attire que ce que l'on ressent. Je suis authentique dans ce que je suis en train de faire. C'est comme ça que tout ce que je touche se transforme en or. Pas parce que moi-même je suis en train de faire les choses, mais c'est parce que la jeunesse qui vient vers moi vibre sur la même longueur d'onde. Donc voilà, c'est normal qu'on ait fait une activité et on fera d'autres activités qui ne vont pas dégénérer. Parce que notre but n'est pas de dégénérer. Notre but, c'est
d'accompagner positivement notre pays, de proposer des solutions et surtout d'agir positivement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent mais qui ne font pas. Nous, on est de ceux, quand on dit, on fait. Et on dit des choses qu'on est capable de faire. Quand on n'est pas capable de faire, on se tait. Alors, parmi les propositions que vous avez faites, ou les pistes et des réflexions que vous avez faites ce jour-là, il y avait la dimension diplomatique, la dimension militaire, mais aussi la dimension spirituelle. Je voudrais bien que vous le partagiez à ceux qui nous suivent en ce moment. Comment capitaliser cette dimension? Vous aviez évoqué notamment le cas du Congo central. Ça représente quoi? Vous savez, pour ceux qui n'ont pas encore été au Congo central, dès que vous mettez vos pieds au Congo central, vous comprenez que cet endroit est hautement spirituel. Pourquoi? Parce qu'ils ont gardé les rites, les cultures, toutes nos pratiques ancestrales continuent à exister. La spiritualité fait en sorte que, aujourd'hui quand on parle de spiritualité, tout le monde a peur, ah, franc-maçon, Illuminati, Bilokabakisi. Mais rendez-vous bien compte que vous soyez musulman, catholique, chrétien, ou que vous vouliez, de manière historique, nous avions notre spiritualité à nous. C'est la raison pour laquelle les ethnies existent, les régions existent, hein, les Bangala, les Baluba, les Baswahili, les Bakongo. Cette richesse-là fait en sorte que nous devons recourir à notre spiritualité, à nos pratiques spirituelles, à nos rites culturels. C'est ça qui fait en sorte que quand, par exemple, on a entendu beaucoup d'histoires et d'ailleurs qui sont vraies, si vous allez au Congo central et que vous voulez construire, je ne sais pas, un immeuble, un bâtiment, un pont, et que vous ne payez pas le rite spirituel, votre bâtiment, votre immeuble, votre pont ne verra pas le jour, ou même s'il voit le jour, il va s'écrouler. Ça impose le respect spirituel, ça impose. Et en RDC, le Congo central est resté l'un ou l'une des provinces les plus spirituelles. Parce qu'ils ont gardé ça. Et il est peut-être temps de raviver cette flamme spirituelle en RDC, cette flamme où on est connecté à une énergie qui fait en sorte que le Congolais comprend sa spiritualité, connaît sa spiritualité, et même quand il va à la guerre, il va dans une guerre spirituelle. Quand il attaque l'ennemi, il n'attaque pas l'ennemi avec la haine de l'abattre, mais il attaque l'ennemi parce qu'il est en train de viser quelque chose de spirituel, la protection de ses frontières. Donc toutes ces dimensions-là, nous en parlons. Le mouvement citoyen éclairé est ouvert. Il y a même beaucoup de pasteurs qui sont restés dans les rites de la République démocratique du Congo. Donc voilà, nous appelons à tout ça. En peu de mots, cette guerre, on va la gagner par la guerre ou non? Cette guerre, on va la gagner si on commence par l'unité nationale. L'unité nationale, si on fait passer les intérêts suprêmes de la nation au-dessus des intérêts individuels, et si on ne pense pas que si on enlève cette soif du pouvoir accru en se disant que l'autre est incapable. Non. Le Congolais qui est au pouvoir, vous devez l'accompagner à donner le meilleur de soi et à taper sur le doigt quand ça ne marche pas. Donc l'unité nationale et surtout actuellement, maintenant, cette guerre pourra avoir une avancée si la classe politique s'unit. Tant que la classe politique ne sera pas unie en République démocratique du Congo, nous allons patiner, nous allons patauger. Nous ne sommes que d'avis consultatif, nous n'avons pas le pouvoir décisionnel et donc nous laissons à la classe politique de s'unir d'abord et le reste va commencer à se définir tout seul. Alors faites comme si vous aviez des jeunes en face de vous, vous avez votre caméra, lancez-leur un message pour qu'ils vous rejoignent et refaites un peu la conférence de samedi dernier rapidement en quelques secondes. Ah, merci beaucoup. Alors je vais être très rapide à toute la jeunesse qui me regarde en ce moment. C'est un plaisir pour moi parce que de manière naturelle, le mouvement citoyen éclairé à travers vous fait en sorte que nous soyons dans le lead de la jeunesse. Mais quand je dis leader de la jeunesse, ça veut dire que nous sommes les serviteurs. J'appelle la jeunesse congolaise à utiliser toute son intelligence et tout son amour pour la RDC pour participer au processus de paix, pour participer au processus d'unité nationale. Donnons l'exemple, montrons l'exemple. Une RDC développée, une RDC qui sort de la guerre, une RDC où tous les jeunes sont ensemble, c'est possible. Ne nous victimisons pas. Ne suivons pas les discours politico-politiciens qui nous manipulent, mais cherchons l'information. Essayons de savoir d'où vient cette guerre, comment arrêter cette guerre, qui sont nos frères, qui sont nos ennemis. Et je vais chuter en disant, retenez bien ceci. Si tu vas à la guerre, dans l'art de la guerre de Sun Tzu, si tu connais ton ennemi et que tu te connais toi-même, sur 100 batailles, tu auras 100 victoires. Mais si tu vas à la guerre et que tu te connais, mais que tu ne connais pas ton ennemi, pour chaque victoire, s'en suivra une défaite. Donc tes chances de réussite seront de 50%. Si tu ne te connais pas et que tu ne connais pas ton ennemi, peu importe les armes qu'on va te donner, tu vas toujours rater, tu vas échouer. La connaissance, c'est la clé.
Commençons d'abord par nous connaître nous-mêmes et connaissant les ennemis, connaissant les 9 pays limitrophes. Ce n'est que par la connaissance qu'on va arriver à un résultat probant. On dit mon peuple périt par manque de connaissance et donc nous allons dire mon peuple vivra grâce à la connaissance. Merci beaucoup Hugues Bollé, président du MCE, d'être passé à nouveau. C'est moi qui vous remercie. Et je souhaite plein de bonnes choses au MCE. Merci. La connaissance de soi, la connaissance de notre pays, c'est de ça qu'on va parler tout à l'heure avec le deuxième invité, Cynthia Koudoura, analyste politique et juriste.